Bonjour à tous, merci de suivre cette petite visio. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Michel, donc Michael, que vous avez peut-être déjà suivi sur pas mal d'autres tables rondes en lien également avec le secteur de l'informatique. Aujourd'hui, nous allons vous parler plus spécifiquement du bachelor concepteur designer UI. Nous aborderons également la question, la différence en tout cas entre le designer UX. Et donc Michel nous parlera un petit peu de tout ça. Donc ce diplôme que nous proposons en enseignement à distance est également disponible en alternance et donc bien un diplôme qui est reconnu puisque c'est un titre RNCP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, les titres RNCP sont des diplômes qui sont délivrés au nom de l'État par le ministère du Travail et qui est équivalent à un niveau de bac plus 3. Donc bien évidemment, il y a quelques prérequis avant d'entrer sur cette formation. Donc le prérequis est d'avoir un diplôme de niveau bac plus 2, ça c'est l'idéal, d'avoir déjà quelques petites compétences en informatique et tout à l'heure Michel nous éclairera bien évidemment sur ce point, ou alors d'être titulaire au moins d'un baccalauréat et de pouvoir justifier d'une certaine expérience dans le domaine. Donc nous allons donc explorer un petit peu tous les points qui habituellement vous posent question, à savoir en général comment s'organise la formation, quel est le contenu et les compétences qui sont développées, mais aussi bien évidemment la finalité, hein, quels sont les objectifs, bien sûr, les débouchés, pardon, professionnels. Et surtout, comment nous allons pouvoir vous accompagner. Donc, je répondrai un petit peu à toutes ces questions-là au fur et à mesure, tout ce qui concerne l'accompagnement. Et Michel sera là pour vous guider sur tout ce qui est le cœur, bien sûr, de la formation, puisque lui-même est enseignant et formateur et diplômé dans le domaine. Bonjour Michel, merci de nous accompagner aujourd'hui encore une fois. Merci de ta présence. Donc pour parler un petit peu de ce diplôme de formateur concepteur designer UI, donc qui correspond à un professionnel du design numérique spécialisé sur la création de l'interface digitale visuelle d'un produit digital. Et si tu veux nous en dire un petit peu plus peut-être sur les principales missions de cet emploi. Et ensuite après je vois que tu as préparé des choses pour nous pour éclairer un petit peu sur toutes ces questions-là. Ok, pas de souci, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Monsieur Michel Michael, donc développeur full stack depuis pas mal d'années, également formateur. Aujourd'hui, je vais vous présenter la formation de concepteur designer UI UX et faire un petit peu la différence entre les deux. Donc je vais mettre en plein écran. Dites-moi si ça fonctionne bien. Alors attendez, ça j'ai un peu le truc devant. Hop, hop, on devrait être bon. Oui, c'est bon, c'est OK. Parfait. Donc je reviendrai sur ce petit graphique un peu plus tard. On va commencer donc vraiment par la base. Donc, pour cette formation, vous avez différents objectifs. Donc, le premier et le plus simple, c'est de déterminer l'interaction, donc ce qu'on appelle l'IHM, l'interface homme-machine. Donc, tout simplement l'utilisateur, donc d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone, peu importe, et donc l'interaction avec la machine. Donc, ça, c'est vraiment pour le côté web. Après, si vous êtes plus concepteur designer sur de l'affichage ou du flyer ou des choses comme ça, c'est un peu différent. Mais déjà bien comprendre ce qu'est l'interface donc homme-machine, donc l'IHM. Ensuite, vous allez concevoir des contenus adaptés à différents supports. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, j'ai mis des exemples, hein, des flyers, des affiches, des sites web. Donc, en gros, ça concerne, pardon, des publications et des communications. Donc, peu importe le support. Donc, comprenez que le concepteur designer UI UX n'est pas forcément que sur du web. Il peut être aussi sur d'autres choses, hein, comme du format papier, etc., du magazine et autre chose. Donc, la prise en compte des utilisateurs. Donc, vous allez devoir vraiment vous mettre à la place de chaque utilisateur avant de concevoir vos éléments. Donc, il faut respecter des standards. Vous avez également des notions d'accessibilité. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc l'ergonomie, je vous ai mis la lecture en Z parce que principalement lorsqu'on lit un livre, on part souvent de la gauche vers la droite, on descend et on fait le chemin inverse. Donc une lecture en Z, hein, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. On va prendre en compte aussi les handicaps et la bonne visibilité du produit. Ensuite, je vous ai mis options, mais en réalité, ce n'est pas vraiment puisque c'est inclus dans la formation. Vous allez devoir connaître les bases de la programmation web. Donc HTML5 pour Hypertext Markup Language. Donc la version 5, c'est un langage de templating. Donc c'était pas un langage de programmation, hein, c'est un langage de structure où vous allez structurer donc votre page web avec vos éléments. Le CSS pour Cascade Style Sheet va vous permettre de positionner vos éléments et les faire interagir entre eux.
Également gérer les couleurs, les tailles, etc. Donc c'est du Cascade Style Sheet, hein, donc c'est un langage, lui, de programmation, puisqu'il intègre des variables et autres fonctions. Vous pouvez également utiliser du préprocesseur, donc avec du SCSS qui utilise donc un pré-processoring, je vais arriver. Et enfin, vous devez connaître JavaScript qui lui s'occupe que de l'événementiel sur une page web, donc un clic, un scroll, etc. Donc JavaScript va concerner tout ce qui est événementiel. Au niveau du RWD, donc je vous ai mis la définition, c'est Responsive Web Design. Donc en français, en gros, concrètement, c'est adapter votre site à tous les écrans. On va un petit peu schématiser comme ceci, c'est-à-dire que la conception de vos éléments doit prendre en compte le fait que vous êtes sur de la 4K, de la HD. Donc là, la norme en ce moment pour les écrans, c'est 1920 par 1080 pixels. Si vous avez des écrans plus petits sur tablette ou mobile, il va falloir faire en sorte que vos éléments se déplacent grâce au CSS et les repositionner pour que ça soit visible sur un petit écran ou même un écran médium. Donc voilà, donc en fait tout ce qui est responsive web design, c'est des notions de programmation informatique essentiellement liées au CSS qui vont vous permettre de repositionner vos écrans en fonction du ratio de la taille de votre écran. Voilà pour cette première partie. Ensuite, nous allons un petit peu parler du salaire et de l'expérience. Donc là, je vous ai mis un salaire de base minimum pour un débutant graphiste. Ça peut être différent, on va dire graphiste web designer. Si vous êtes directeur artistique ou chef ou architecte ou designer d'interface, les salaires peuvent un peu varier. Donc on va dire qu'un débutant va partir sur du 32 000 K à l'année, ce qui me semble vraiment pas mal. Le salaire moyen est en fait le salaire maximum de 45 000 K à l'année pour une personne qui a un peu plus d'expérience et aussi en fonction des projets que vous allez sur lesquels vous allez être affecté. Donc voilà, vous voyez, on a une fourchette quand même de 30 000 à 45 000 euros, c'est pas mal du tout. Est-ce que la Ensuite, demande sur le marché est importante, justement, Michael? Est-ce qu'on recherche beaucoup de web designers? je reçois pas mal d'offres. Moi, je suis pas, c'est pas ma spécialité, mais je reçois quand même pas mal d'offres pour des web designers. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'IA qui fait pas mal de choses, mais on a encore besoin de cerveau humain. Donc, effectivement, je peux confirmer qu'il y a quand même pas mal de demandes sur le marché. Pour la suite, donc les tâches du concepteur. Vous allez devoir analyser les besoins, donc c'est la réalisation d'un cahier des charges. Donc ça, c'est à votre charge de le faire, hein, donc comme son nom l'indique. Donc en relation avec votre client, vous allez élaborer donc un cahier des charges, donc que ça soit la couleur, que ce soit la police, peut-être les logos, etc. À créer vous-même. Donc tout un tas de tâches qui sont forcément les souhaits de votre client. Et donc c'est vraiment le premier pas de votre projet. Vous allez ensuite concevoir une interface, donc une visuelle et du maquettage. Et j'ai rajouté aussi des animations. Donc après animation, hein, encore une fois, c'est tous les sites web non pas forcément d'animation, mais ça peut être aussi quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui est contenu dans la formation. Au niveau du maquettage, hein, vous l'avez compris, bah, ce sera à vous de faire une maquette pour ensuite l'intégrer sur vos pages web. Au niveau de l'utilisation des logiciels, je vous ai mis la suite Adobe, qui est la plus connue. Donc je parle de Adobe XD. Il y a aussi Photoshop, Illustrator. J'ai l'équivalent en open source. Donc il y a aussi Figma qui est pas mal, donc directement accessible sur Internet et gratuit. Il y a Canva aussi qui vous permet de faire des jolies choses. Donc voilà, ça c'est pour les outils, hein, libre à vous de choisir ce que vous aimez le plus. Au niveau de l'intégration et l'optimisation des performances, là vous allez devoir interagir en tant que développeur informatique, donc avec des notions de base pour bien comprendre comment on optimise les performances d'une page web, puisque vous savez qu'un internaute qui attend trop longtemps devant une page va fermer l'onglet et partir sur une autre page. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc concrètement, lorsque une page est trop longue à se charger, bah, on ferme l'onglet et on passe à autre chose. Je pense qu'on le fait tous, même sans le faire exprès. C'est une question d'habitude. On a l'habitude de quelque chose de très réactif. Et effectivement, dès qu'une page est trop lente, eh bien voilà. Donc ce sera à vous de veiller à tout ça. Au niveau de la gestion du projet numérique, vous allez devoir gérer vos projets numériques et faire une veille. Donc, qu'est-ce qu'une veille? Eh bien, simplement optimiser donc les éléments. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, en fonction des retours des utilisateurs. Donc, une veille concrètement, vous allez devoir un petit peu analyser les bons et les mauvais et un petit peu modifier les éléments en conséquence. Au niveau des tests et analyses, vous allez devoir donc faire des tests avec des expériences utilisateurs, donc en interne ou en externe. Je vous ai remis encore l'exemple du taux de rebond. Donc par exemple, si votre page est trop longue à charger, bah, vous l'avez compris, il va falloir faire des choses. Et ça, encore une fois, ce sera des retours de vos utilisateurs. Donc là, on est vraiment sur l'UI, donc interface user, hein, donc user interface, qui vont vous donner des retours en disant bah ça va pas, ça va, etc., etc. C'est un métier qui demande beaucoup d'autonomie et également beaucoup de travail collaboratif. Donc sachez que vous allez travailler en équipe puisque vous avez
votre premier, la première personne, donc ce sera votre client, mais également peut-être d'autres designers, d'autres développeurs web, ou, etc., etc., toute une équipe avec qui vous allez donc collaborer. Voilà pour la suite. C'est un métier qui suppose aussi un côté un petit peu artiste ou du moins Oui, créatif aussi, j'imagine. oui, tout à fait. Donc, j'en ai pas fait référence, mais effectivement, Oui, faut être très créatif. Peut-être se référencer sur des palettes de couleurs, vous savez, des couleurs qui vont bien ensemble. Moi, j'utilise Adobe Color, qui est très bien fait pour ça. On oui. choisit une couleur, il nous propose tout un tas de palettes qui vont bien De ensemble, déclinaison, oui. exactement agréable à l'œil, comme un nuancier pour de la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Oui, C'est parce que assez. c'est vrai que le projet est quand même de penser à celui qui va utiliser l'interface, effectivement. Tout à fait. Oui, Alors pour le premier module, donc il y en a trois, vous allez concevoir des éléments graphiques, d'une interface et des supports de communication. Donc dans un premier temps, vous allez réaliser des illustrations et des graphismes et des visuels, donc en gros hein, des prototypes, des schémas. Bah, justement, le deuxième point, concevoir des interfaces graphiques et des prototypes. Donc concrètement, hein, ça passe par une phase de maquettage, par exemple pour créer un logo, des arrondis, des carrés, etc. Vous allez réaliser également des animations pour différents supports de communication. Donc là, ça va peut-être faire appel à un plugin supplémentaire et également du JavaScript. Vous allez créer des supports de communication également, donc papier, écran, mobile, etc. Donc là, encore une fois, c'est fonction de l'entreprise qui vous embauchera, etc., etc. Pour le module numéro 2, vous allez contribuer à la gestion et au suivi de la communication. Donc là, on est vraiment plus sur tout ce qu'il va falloir mettre en place pour avant de mettre votre projet en production. Donc, c'est-à-dire mettre en œuvre une stratégie marketing et web marketing si vous êtes sur du web, assurer une veille professionnelle. Donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Vous allez développer des compétences collectives dans votre équipe, donc concrètement bien communiquer entre vous pour bien savoir ce qui va et ce qui ne va pas, avoir des retours, planifier, organiser et gérer des contrôles donc, pour tous les projets. Donc là encore une fois, hein, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, hein, donc il faut quand même avoir de l'expérience, une première expérience de projet en équipe pour bien voir comment ça fonctionne. Et enfin, vous allez communiquer avec le client pour répondre à ses attentes. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, hein, concrètement, je sais pas, le bouton est trop bleu, le bouton est trop bas, etc. Je prends des exemples de base, mais concrètement, c'est le client est roi, donc ça peut arriver que vous ayez des retours et des changements rapides à faire. sûr. Puis il y a des stratégies marketing, j'imagine aussi à respecter. Il faut qu'on puisse commander rapidement un produit ou pouvoir Exactement. voilà que le client soit réactif, puisse être facilement réactif. Tout à fait. Donc là, c'est la partie qui me concerne le plus. Vous allez réaliser, améliorer donc et animer votre site web. Donc moi, j'ai commencé par exemple il y a une quinzaine d'années en tant qu'intégrateur web. Donc en fait, le concepteur UI me donnait les maquettes et je devais les intégrer dans mes pages HTML, CSS et JavaScript. Donc là, en gros, vous allez faire de l'intégration web, donc bien connaître les langages de base HTML, CSS 3. Vous allez utiliser pour vous faciliter la vie des frameworks. Donc CSS, là en l'occurrence, donc type Bootstrap, donc le plus connu. Tailwind, aujourd'hui très très populaire, Bulma, Foundation, il y a aussi Materialize qui est celui de Google. Donc voilà, tout un tas de frameworks qui vont vous aider à faire des grilles pour faire du responsive web design. Donc je vous l'ai mis juste après, responsive web design, donc RWD. Vous allez utiliser dans vos fichiers CSS un élément particulier qui est un arrobase media query qui va vous dire attention, si ton écran fait 1920, tu affiches ça. Si ton écran fait 800 de large, par exemple, tu affiches ça, etc. Si tu es sur mobile et que tu es sur un écran de 400 de large, tu affiches ça. Et vous allez faire également la même chose pour la hauteur. Je vous ai mis également du SEO, donc c'est du Search Engine Optimization. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'optimisation HTML pour le référencement. Et vous savez que les robots comme Google ou autres robots de moteurs de recherche vont scraper vos pages. Et en fait, ils arrivent à lire des métadonnées dans vos balises HTML. Et c'est là qu'on fait de l'optimisation de référencement pour être affiché en premier sur un moteur de recherche. Donc concrètement, ça passe par la mise en place de différents attributs méta dans l'HTML. Donc quelque chose d'extrêmement important. Vous allez aussi faire du templating. Donc, qu'est-ce que du templating? Bah, concrètement, c'est lorsque vous allez utiliser des pages dynamiques. Donc, par exemple, utiliser un langage comme PHP ou JavaScript et faire un site web dynamique. Vous allez avoir besoin de créer un template qui sera le même pour chaque page. Donc, j'en avais déjà donné l'exemple, je vous le redonne. Si vous faites un site web avec 250 pages, 2000 pages, vous n'allez pas coder 2000 pages. Vous faites un moteur de template. En fonction de l'URL, le contenu va changer. Donc, concrètement, vous avez une page de templating et en fonction de l'URL, vous allez envoyer des requêtes, recevoir des réponses de votre serveur qui va vous modifier le contenu en fonction de l'appel de la requête demandée. Donc concrètement, vous allez devoir comprendre comment on fait des pages de templating et comment ça fonctionne l'interaction avec une base de données. Pour la suite, j'ai mis adapter des systèmes de gestion de contenu.
Donc ça, c'est tout ce qui concerne la création et la gestion rapide de pages et d'articles via donc des outils. Donc les outils, vous les connaissez, ce sont des CMS, donc des Content Management System. Donc en français, découverte de contenu manager. Vous avez le plus connu qui est WordPress. Vous avez Webflow qui est très très fort en ce moment, Framer, Wix, Shopify et un tas d'autres. Donc concrètement, il va y avoir un petit passage d'utilisation aussi de CMS pour bien comprendre comment on met en place cet outil, comment on crée des articles et des pages, et comment on peut aussi interagir directement sur le design dans WordPress, parce que vous savez que c'est un framework PHP, donc on peut complètement créer des plugins ou aussi modifier le visuel qu'on nous offre par défaut. Donc c'est un outil gratuit pour WordPress par exemple, et vous pouvez vous aurez l'occasion dans cette formation d'essayer de créer votre propre plugin par exemple pour votre propre thème. Pour la suite, il va falloir optimiser le contenu du site web et de l'interface. Donc là, encore une fois, je vous en ai déjà pas parlé tout à l'heure, c'est de l'optimisation de code pour avoir quelque chose de performant et de rapide. Voilà. Au niveau du secteur d'activité, donc vous allez travailler pour des agences de communication, de publicité et de marketing. Vous allez également avoir affaire à des services de la communication web publics ou privés, donc des agences web. Vous allez également être recruté par donc des entreprises informatiques, donc aujourd'hui qu'on appelle entreprises de services numériques, ESN, anciennement appelées les SS2I. Vous allez aussi être employé par des entreprises de e-commerce qui demandent beaucoup de web designers et des entreprises des industries graphiques type web, jeux vidéo, etc. Puisqu'en fait, il faut savoir que vous pouvez devenir infographiste 2D, 3D, faire du jeu vidéo, ça peut être aussi très C'est très intéressant. super, oui, très intéressant. Après, on peut être en freelance aussi, hein, j'imagine, Michael. Bien sûr. Oui, Ouais, pas de souci, pas de problème. Au niveau du type d'emploi, donc vous avez le UX designer, donc le web designer. Vous avez le chargé de communication digitale et ou de veille technologique ou stratégique, enfin et où on va mettre. Vous avez également le web marketer, donc lui qui va essentiellement s'occuper du marketing, et également du SEO, donc du référencement web pour avoir une bonne optimisation sur les moteurs de recherche. L'intégrateur, donc moi ce que j'ai fait, les réalisateurs multimédia, donc là intégrateur web, vous allez avoir des maquettes que vous allez intégrer directement dans vos pages. Je viens d'en parler, vous pouvez être infographiste 2D, 3D pour une boîte de jeux vidéo. Chef de projet multimédia, enfin je dis boîte de jeux vidéo, mais aussi par exemple une boîte qui fait de l'animation, de dessin animé, des choses comme ça. Vous pouvez également être chef de projet, donc plus tard multimédia. J'ai mis architecte, directeur et responsable d'agence. Donc là, vous voyez forcément que le salaire va changer en fonction de votre responsabilité. Pour le user interface versus UX interface, vous avez donc ce joli schéma qui est très simple à comprendre. Alors, l'UX designer travaille principalement sur l'ergonomie et le contenu des pages, tandis que le UI designer, donc le user interface designer, se concentre sur l'effet visuel et le rendu global de l'interface. Donc, vous voyez, ce schéma est extrêmement simple à comprendre. Tout ce qui est bleu est UX, tout ce qui est jaune est UI. Donc, vous avez l'interaction design, donc bien sûr l'interaction des pages, les wireframes et les prototypes. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc faire du templating, etc. Vous pouvez être l'architecte, de votre site web. Là également, il y a eu le positionnement de user research, donc pour tout ce qui est interaction avec l'utilisateur sur des recherches dans la page, et enfin des scénarios. De l'autre côté, nous avons donc le design visuel, les colorations, les polices, les mises en place des layouts, donc des calques, etc. Et vous êtes du coup le créateur de tout ce qui est logo, etc. Donc tout ce qui est dans votre page. Voilà pour la différence entre les deux. Je vais revenir un dernier instant c'est très sur clair. Merci. pas de souci. Je vais revenir sur une dernière partie qui est très importante aujourd'hui, donc c'est l'accessibilité au web et l'handicap. Donc aujourd'hui, on demande beaucoup pour les web designers de faire attention à toutes les personnes qui ont des soucis au niveau, enfin, un handicap quelconque. Alors la première chose la plus simple, c'est le contraste des couleurs et la lisibilité. Donc je pense aux personnes non-voyantes, aux daltoniens. Donc, il va falloir mettre en place un système peut-être avec un bouton pour changer de mode. Vous connaissez le mode clair et le mode nuit, souvent qui est très très efficace sur Windows par exemple, ou sur d'autres OS ou sur des pages web. Donc, on a souvent tendance à mettre le mode nuit qui est moins fatigant pour les yeux, donc des choses comme ça. Au niveau des personnes malvoyantes, vous allez devoir mettre des polices peut-être un peu plus lisibles, avec des caractères un peu plus gros, etc. Peut-être envisager, donc tout ça ce sont des pistes, hein, vous voyez, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, hein, ça dépend de votre client et des demandes. Hein. Vous allez peut-être mettre en place une navigation au clavier, donc sans souris. Pourquoi pas? Mettre également en place des indicateurs visuels, des éléments de focus. Donc lorsque vous cliquez, vous savez, dans un formulaire, on a toujours un petit élément qui clignote ou un placeholder. Donc vous voyez bien où vous êtes. Donc, dès que vous focus sur un élément, il va falloir peut-être mettre un élément visuel supplémentaire.
et également mettre en place des raccourcis clavier. Au niveau des textes alternatifs, on peut ajouter donc une description textuelle. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une balise HTML qui s'appelle IMG, qui permet d'afficher des photos. Lorsque la souris passe sur la photo, on a un attribut qui s'appelle title, donc qui est une métadonnée qui vous permet d'afficher un texte. Donc par exemple, si vous mettez une photo d'un chat, lorsque la souris passe sur la photo, vous aurez un texte avec un descriptif, ceci est un chat, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait couramment en HTML, mais encore une fois, ce sont des choses à faire. Pour les vidéos, également intégrer des sous-titres et une transcription textuelle. Donc là, je pense, ça paraît, encore une fois, peut-être mettre du texte, enfin des sous-titres concrètement, hein, même pour de l'audio. C'est pas forcément que pour les vidéos. Enfin, vous allez devoir assurer une bonne structure HTML. Je vous ai mis un exemple. Donc, vous allez créer des balises qui vont par paire. Donc, vous avez toujours une balise ouvrante et fermante. Donc, vous avez la balise section. À l'intérieur, une balise article pour spécifier au crawler, donc au robot Google, que vous êtes dans un article. Et enfin, si vous affichez une adresse, par exemple, vous mettez la balise adresse et non pas une balise paragraphe classique. Donc, vous voyez, plus vous précisez les balises, plus votre référencement sera bon. Donc ça fait partie aussi de votre travail. Je passe à la deuxième partie. Donc pour l'aide à la navigation, il faut des menus clairs et cohérents avec une barre de recherche accessible. Donc ça peut paraître vraiment le b.a-ba, mais il faut vraiment que les choses soient visibles. Vous allez également ajouter des facettes de filtrage comme des checkbox, donc vous savez, des cases à cocher. Donc je pense par exemple à un site comme Amazon où vous voulez acheter un jean, un t-shirt, ou etc., etc. Vous allez pouvoir filtrer en cochant, décochant des cases. Ça c'est aussi un petit travail à faire pour l'accessibilité. Enfin, vous allez adapter votre site web au dispositif. Donc, je vous ai déjà parlé du responsive web design en fonction de la taille de l'écran. Vous avez également des lecteurs d'écran. Donc, ce sont des logiciels d'assistance technique pour les aveugles, les gens dyslexiques et autres problèmes. Et enfin, une navigation vocale aussi qui peut exister. Donc, lorsqu'une souris passe quelque chose, on peut avoir un texte, enfin une voix qui vous dit ceci est un titre, qui dit ça, etc., etc. Enfin, on va passer à l'ergonomie et l'interactivité. Donc, il vous faut des formulaires accessibles, des boutons, des menus. Donc là, encore une fois, c'est du b.a-ba, mais encore une fois, il faut que ça soit vraiment bien fait. Je vous ai mis des feedbacks visuels et sonores. Donc là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Lorsque vous passez votre souris sur le bouton valider, on entend une voix qui dit ceci est le bouton pour valider le formulaire, etc. Vous allez devoir vous adapter aux entrées. Donc, j'ai mis commutateur et souris. Donc là, je pense à des personnes qui ont peut-être des doigts en moins, des choses comme ça, donc qui utilisent une souris un peu spécifique. Voilà. Donc, pareil, encore une fois, s'adapter à tout type de handicap. Enfin, il faut un temps, une interaction, enfin, pardon, minimiser le temps d'interaction, c'est-à-dire ajuster les délais d'attente. Vous allez devoir gérer des interruptions automatiques, par exemple. Vous savez que chaque fois que vous arrivez sur un site, vous avez un cookie qui vous demande est-ce que vous voulez les cookies ou non. Donc voilà, ce genre de choses. Comment gérer les pop-up, comment gérer les animations, etc. J'ai une dernière partie, pardon, j'ai zappé une page. J'ai une dernière partie au niveau des contrastes, des couleurs et de la lisibilité. Donc là, c'est encore une fois, je pense aux personnes malvoyantes. Non, je l'ai déjà mis, celle-là, pardon, je me suis trompé. Hop. Celle-là, je l'ai faite aussi. Voilà. Ah, pardon, c'était la dernière, excusez-moi. Donc, au niveau de Parfait. l'accessibilité et du handicap, donc, va falloir contrôler les animations et les mouvements. Donc, encore une fois, je vous ai dit, tous les sites web n'ont pas forcément d'animation, mais s'il y en a, il faut peut-être pouvoir les désactiver. Donc, en fonction du besoin utilisateur. Pour les personnes qui ont des sensibilités comme de l'épilepsie ou de la photosensibilité, éviter les clignotements, des choses comme ça. Enfin, vous allez devoir aussi, peut-être pour certains sites web, pas tous, utiliser un système de multilingue avec des traductions précises. Et enfin, vous avez des outils de test d'accessibilité comme WebTool, j'en ai mis un autre. Donc, ce sont des outils qui vous permettent de tester votre site pour savoir si c'est vraiment accessible à des personnes qui ont un handicap. Voilà, je vous ai mis en vert. Donc, la conception web inclusive vise à rendre le web utilisable et agréable pour toutes les personnes, indépendamment de leur capacité physique, sensorielle ou cognitive. D'accord. Voilà. À ce jour, il n'y a aucune obligation légale pour qu'il y ait certains de ces outils, voilà, à viser des personnes qui sont en situation de handicap. Il n'y a pas d'obligation. Non, je Non. crois pas. D'accord. Là, Ok. tout ce qui est obligatoire, vous savez, c'est le RGPD pour les Oui. cookies, etc. Si on Ok. collecte des données, mais Mhm. au niveau du handicap, je ne C'est crois pas. dommage. Ouais. Je vais me renseigner. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire. Voilà, bah c'est à peu près Su- le Super. tour.
Merci beaucoup. C'était très clair en tout cas, Michael. Merci beaucoup. Alors, peut-être les dernières questions que vous vous posez. Alors, j'ai pas tout à fait détaillé bien tout à l'heure les modalités. Donc, je vous rappelle, voilà, que ce titre professionnel est d'un niveau de bac+3, hein, de concepteur designer UI. Voilà que nous avons vu. Donc, bac+3 qui est reconnu. Alors, les modalités pédagogiques possibles, vous pouvez le faire donc aussi bien en enseignement, en formation continue. Alors, en enseignement à distance, bien évidemment, ce qui vous permet d'accéder à nos cours, quelle que soit la situation, la localisation, en tout cas géographique où vous vous trouvez. On travaille très régulièrement également avec des personnes qui sont à l'étranger, sur des territoires ou départements également d'outre-mer. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, voilà, si c'est votre cas. Et bien évidemment, idéalement, si vous pouvez trouver une alternance dans le domaine, c'est parfait. Michael, tout à l'heure, nous a listé les types d'entreprises dans lesquelles vous pourriez faire vos demandes. Vous avez vu qu'elles sont très nombreuses, hein, que ce soit dans le service voilà, marketing, communication, dans le domaine des jeux, etc. Il y a concepteur multimédia, vous avez beaucoup de choses. Voilà, vous allez pouvoir regarder de nouveau, voilà, cette présentation en replay et vous allez retrouver également des choses aussi sur notre site internet. Si vous souhaitez que l'on puisse également vous aider un petit peu dans vos recherches d'alternance notamment, n'hésitez pas à vous préinscrire sur notre site parce que là, vous allez pouvoir donc y déposer votre CV, y recevoir des conseils et des outils, bien sûr, pour vous aider dans vos recherches et vous aider à vous cadrer également et à vous organiser. Et enfin, d'autre part, voilà, ce type de formation, bien sûr, est accessible à beaucoup de monde, notamment aux personnes en reconversion, puisque vous pouvez tout à fait la financer également via votre compte de formation. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil pour qu'on puisse vous expliquer, voilà, comment cela fonctionne. Mais voilà, en tout cas, c'est très simple à mettre en œuvre. D'autre part, donc la durée de la formation, donc nous l'avons vu, la modalité en alternance également. Le titre pro, vous avez vu, est délivré donc par l'État, il a été reconnu. Et les étudiants, en fait, au niveau des évaluations, peut-être le petit point maintenant qui nous resterait à aborder, c'est l'évaluation. Donc concrètement, au niveau des évaluations, vous avez plusieurs types de situations. Vous êtes évalué sur des parties de manière orale et également donc sur des mises en situation très concrètes. Vos épreuves durent environ 2 à 4 heures sur des présentations de projets que vous aurez réalisés en amont et que vous allez devoir présenter et argumenter. Enfin, des entretiens techniques, hein, un petit peu comme vient de nous le présenter, voilà, Michael, où vous allez devoir développer, expliquer, voilà, ce que vous utilisez, comment vous utilisez. Et enfin, un entretien final, voilà, qui est davantage sur votre philosophie du métier, comment est-ce que vous, voilà, vous abordez les missions. Et enfin, vous pourrez donc valider, voilà, ce titre professionnel qui vous permet également, donc, bien sûr, de réaliser des poursuites d'études si vous le souhaitez. Après, vous avez vu que l'employabilité, pardon, est excellente, hein, sur ce type de formation. Pour vous accompagner donc dans vos enseignements, donc différents outils, bien sûr des cours synchrones avec donc nos formateurs, donc Michael ici présent, des cours également accessibles sur votre espace interactif en version numérique et vous pouvez faire la demande également des documents en version papier, des devoirs bien sûr qui viennent structurer vos apprentissages, des devoirs réguliers pour lesquels vous recevez donc des corrections, des conseils également de traitement et enfin des rendez-vous pédagogiques avec votre formateur pour débriefer un petit peu sur votre méthode de travail, avoir des conseils si vous le souhaitez pour faire des fiches, pour mieux se préparer à l'examen, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, donc Étudis, où là vous allez retrouver tout le détail du contenu de formation, puisqu'encore une fois c'est un diplôme d'État, et puis retrouver un petit peu ces différentes modalités pédagogiques, puisqu'il existe des formules qui vont être plus ou moins accompagnées, avec des formules qui vont jusqu'à des encadrements qui soient quotidiens, en cours, en visio, en synchrone. Donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette table ronde, et je reste à votre écoute. Merci. Un dernier petit mot Oui, rapidement. bien sûr, Euh, Michael. le réel avantage de cette formation est vraiment de comprendre, enfin de mettre un petit peu les mains dans le code, puisque Oui, l'expérience, moi, on m'a donné des maquettes qui étaient irréalisables. On n'est pas magicien en tant que développeur. Donc là, l'atout vraiment, c'est de comprendre comment créer des jolies maquettes et comment les intégrer. Et vous verrez que tout n'est pas faisable, puisqu'en fait, le code vous met des contraintes. Et effectivement, c'est une très très bonne expérience d'avoir rajouté l'apprentissage des langages de base de programmation pour bien comprendre comment on intègre un design à une page web, puisque tout n'est pas faisable. Vous voyez, j'ai déjà eu des maquettes qui étaient vraiment irréalisables. Je devais expliquer à mes supérieurs que ça, c'était pas possible. Donc voilà, c'est vraiment l'atout le principal. Et puis, ça vous fera aussi une première expérience
si vous aimez la programmation ou vous voulez découvrir comment ça fonctionne, c'est toujours une bonne chose de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que voilà, il y a parfois des attentes effectivement qui doivent être compliquées à pouvoir mettre en œuvre. Merci beaucoup en tout cas, Michael, pour ton accompagnement. Avec plaisir. Voilà cette présentation qui est très claire et au plaisir de te retrouver avec les étudiants en Ça marche. direct. Pas de Merci problème. beaucoup. À bientôt. Au Merci, au revoir. revoir.